passe tout de suite pour notre débat dans sa rôle avec nos 2 chroniqueurs Pierre Marchand et Nico. C'est le débat de ces championnats du monde, la Belgique peut-elle perdre ce championnat du monde avec son équipe incroyable, son équipe, à 3 pics avec Philipsen, Remco, Evenepoel, Wout van Aert, sans oublier Benoît, Van Hooijdonk, Steven, Lampaert, Frison, Kampenaert. Circuit de 272 km, 3500 mètres de dénivelé, avec un final urbain, 10 tours dans Glasgow avec 50 virages par tour. Ça monte, ça descend, il y aura de la pluie. Messieurs, nos 2 chroniqueurs ne partagent pas le même avis. Nous avons Pierre Marchand qui défendra le oui. La Belgique peut perdre ce championnat du monde, va perdre ce championnat du monde. Et Pierre Marchand va tout de suite nous expliquer pourquoi. Je vais essayer. La particularité de la Belgique, c'est que ce n'est pas une équipe. Ah, ce n'est pas une équipe. Très bien. Pardon? Très bien, ouais, on te on te laisse continuer. On vous réveille, monsieur. On vous réveille, monsieur Marchand, peut-être. Non, on t'a entendu de très loin, Je ne là. sais pas si c'est lié à la connexion, mais j'ai pas suivi le fil. Alors, est-ce que la Belgique peut perdre? Oui, j'ai peur qu'elle le perde, parce qu'elle manque de collectif et je pense notamment à la place, bancale d'un Wout van Aert, qui est à la fois capable de régler un sprint massif comme de partir devant en costaud, et qui se retrouve avec 2 coéquipiers qui ont, en partie un registre similaire. Remco pour, partir tout seul devant ou dans un petit groupe et de l'autre côté, Philipsen sur un sprint massif qui a démontré sur le Tour de France qu'il pouvait gagner, et cette abondance de biens, m'interpelle parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de stratégie d'équipe au sein de la Belgique. Les mecs ont du mal à se parler et j'ai l'impression qu'ils auront du mal à se sacrifier l'un pour l'autre. Donc, au regard de la concurrence aussi, notamment du Danemark, je vois plutôt un Danois l'emporter plutôt qu'un leader, un Ok, favori de l'équipe belge. ne nous en dis pas plus. Tu continueras ta belle démonstration après. On va passer à Nico. Nico, pour toi, c'est la Belgique qui va gagner le championnat du monde. Ça va rester en Belgique, puisque Remco l'a gagné, on le rappelle, l'an dernier. Mais bien évidemment, aucune contestation possible. La Belgique va s'imposer. 27 victoires sur ces championnats du monde. Ils vont en ajouter une 28e. Oula. Ouais, qu'est-ce qui se passe en Auvergne? Vas-y, continue ta démonstration. Et bien sûr, ils seront imprenables. Ils gagnent déjà l'année passée. On se souvient très bien comment. Cette année, il faut excuser du peu, rajouter Kampenaerts, rajouter Philipsen, rajouter Tige Benoît. Est-ce que vous en voulez encore? Non, cette équipe, elle est incroyable. Les coureurs, ils vont partir. Il y a un Benoît qui va partir. Les Danois, ils vont se regarder, ils vont faire j'y vais pas, j'en sais rien. C'est lui le leader ou pas. Tac, après, il y a un Van Aert qui va partir. Les Néerlandais, les Français vont se regarder, ils vont faire merde, c'est lui ou pas? Qu'est-ce qu'on y va? On y va ou pas? Et après, il y a un Remco qui va revenir, il y a un Philipsen qui pourra être là, il y en aura de partout. À un moment donné, il y a un Kampenaerts qui va prendre un relais, tout le monde va se regarder en se disant mais merde, c'est lequel qu'il faut suivre. Il y en aura de partout. La Belgique, ça va être un festival. Ils seront 5 devant, victoire des Belges et peut-être même un Belge dont on n'attend pas. Mais voilà, victoire de la Belgique, ils seront imprenables dimanche. Ok, non, plus sérieusement, la stratégie, même si on a bien compris que ça va attaquer de toutes parts et que ça sera un feu d'artifice à Glasgow, pour toi, c'est quoi la stratégie de l'équipe belge? T'es le sélectionneur. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu lui dis à Van Aert? Qu'est-ce que tu dis à Philipsen? Qu'est-ce que tu dis à Remco? Moi, je jouerais une carte Van Aert et une carte Remco. Je ne sais pas dans quel sens. Je ferai partir un Van Aert ou un Remco assez loin du but. Enfin, assez loin, peut-être même à 70, 80 bornes, je sais pas, même un truc vraiment assez loin pour un peu semer la pagaille, semer la zizanie, voir qui y va et garder un deuxième larron derrière qui sera encore là et qui pourra en remettre une deuxième couche dans le final à 20-30 bornes du but. Donc voilà, moi j'essaierai simplement d'avoir ces. Je pense que de se concentrer vraiment sur les deux, peut-être même pas sur les trois, mais de concentrer sur Van Aert et Remco, un peu comme Roglic et Vingegaard sur le Tour de France en 2021. Et voilà, et essayer de masquer son jeu jusqu'au bout
Tu fais pas de différenciation entre Remco et Van Aert, c'est-à-dire tu leur dis écoutez, vous prenez, euh, vous prenez l'échappée, voilà, dès qu'il y a une échappée qui est Mm. à partir de 80-70 bornes, il y en a un de vous deux qui va dedans et Ouais, la suivante, ça sera un autre. C'est comme ça que exactement. tu fonctionnes? Bah ouais, moi je le vois comme ça. Bah, si les deux sont d'accord, après, si les deux acceptent potentiellement de perdre, Remco veut garder sa tunique et Van Aert, je pense qu'ils ronge son frein depuis déjà tant d'années. Mais ouais, moi je le verrais comme ça et je garderais vraiment Philipsen plutôt en troisième rideau, en mode si jamais ça peut arriver au sprint et qu'il est encore là. Bon, après, le Philipsen, il va être tout fou aussi, mais quand on voit déjà sur le tour comment il était, mais je le garderai en troisième rideau. Et puis derrière, bah, il y a des Campenard, des Benoît qui peuvent accompagner justement soit un Van Aert, soit un Remco sur des échappées. Donc, en Et vrai, créer ça un peut être surnom. royal pour eux. Et créer Et un créer le surnom, mais surnom. exactement. Alors, je vais continuer un petit peu ta démonstration. Nico, donc pour toi, tu fais pas de différence. Il y a un Remco qui est champion du monde en titre, qui vient Mhm. d'écraser la Classica de San-Sébastien, et tu le mets au même niveau qu'un Van Aert qui a fait un Tour de France impressionnant comme il sait faire, mais pas aussi impressionnant qu'en 2022. Il gagne aucune étape. Il court parfois à contresens. Tu les mets, pour toi, ça reste quand même les deux leaders, même les trois avec Philipsen. Tu fais pas de distinction. Ouais, justement, parce que tu l'as bien résumé, bah, Van Aert, il est excellent cette saison, mais il lui a manqué le petit truc pour gagner la grande victoire. Il lui manque ça aujourd'hui. Il est juste ultra bien placé sur toutes les classiques. Il est fantastique sur toutes les classiques, mais il lui manque cette victoire. Et là, c'est vraiment sa dernière grande occasion de briller et de conclure sa saison par une grande, grande victoire. Donc, il la veut. On l'a vu la rouler comme un malade cette dernière semaine en Belgique, se faire des sorties de 230 bornes, 240 bornes sous la pluie Ouais. en Belgique, derrière les scooters et Non, mais tout. faut pas se laisser faire impressionner par ça, Nico. Non, bien sûr, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Van Aert, je pense que là, il est mort de faim. Il a l'opportunité de le remporter parce qu'il est dans une équipe très très forte. Donc pour moi, je le mets exactement au même niveau que Remco. Ok. On va basculer la parole. Pierre Marchand, qu'est-ce que tu penses de la vie de Nico? Déjà, au sein de l'équipe belge, est-ce que tu considères que Van Aert est au même niveau que Remco? Et après, tu vas nous expliquer. Tu nous as d'abord parlé du fait que la Belgique, bah, c'était pas une équipe et que ils vont sûrement pas pouvoir gagner, non pas parce que c'est les plus faibles, mais parce qu'ils vont pas réussir à, à collaborer. Donc, tu nous diras pour toi qui tu peux voir gagner dans la configuration où les Belges ne sont pas vainqueurs. Qui tu verrais gagner? Ok. Par rapport à la première question, bah, c'est toujours difficile de répondre sur l'état de forme de chacun. Je pense quand même que Remco est très fort, bien sûr, mais peut-être pas aussi fort qu'il a pu l'être, en tout cas par rapport à la concurrence. La Remco, Classica son de San objectif Sebastian, principal, t'as pas convaincu? bah, sauf erreur de ma part, les 2 fois précédentes où il a gagné la Classica, il est arrivé tout seul. Là, il n'est pas arrivé tout seul. Et puis l'élément qui me semble important, c'est que son objectif principal, je pense quand même, c'est de remporter la Vuelta. Il a une grosse concurrence face à lui et la Vuelta, c'est quand même pas tout de suite. Donc je pense qu'en termes de forme, il n'est pas forcément au maximum. Donc j'ai une incertitude quand même sur le fait qu'il soit à son top niveau. Et pour répondre aussi à la deuxième question en même temps, c'est que le niveau de la concurrence est aussi très relevé. Je pense qu'il y a des mecs qui sortent vraiment très fort du Tour de France. C'est pour ça que je faisais allusion à l'équipe danoise, que ce soit Asgreen ou Pedersen. Donc, autant je vois une équipe belge très forte, autant je suis pas. Je demande à voir, mais je pense pas que Remco pourra nous faire du Remco ce samedi. C'est-à-dire attaquer à 50 ou 60 km de l'arrivée, proposer du derrière scooter aux autres concurrents et puis finir tout seul. Je pense qu'il ne gagnera pas dans cette configuration-là. Donc les Belges vont devoir composer différemment. Et le problème, c'est que j'ai du mal à les imaginer, on va dire, manœuvrer de façon intelligente et être capable, par exemple, à Remco, se sacrifier dans le final pour permettre à Van Aert ou Philipsen de gagner. Je reviens sur la première question, je mets Philipsen et Van Aert au même niveau, moi.
parce qu'effectivement, Van Aert n'a pas non plus apporté toutes les garanties sur le Tour, même si on compare par rapport à une année qui était exceptionnelle en 2022. Et puis je trouve qu'on néglige trop souvent les qualités autres que les qualités sprinter de Philipsen, qui est avant tout un très gros coursier. Il l'a prouvé sur Paris-Roubaix. l'étape de Pouligny, où en gros ils se sont retrouvés à une vingtaine de costauds à faire la course devant, hors leader du général. Et puis accessoirement, je crois qu'il avait fait deuxième sur une course dans le Nord avec quelques secteurs pavés. Ouais, voilà, Donc ce qui une petite démontre bien que course. sur des courses très longues et usantes, il peut aussi être présent. Ok. Qui tu vois? Donc, tu as parlé du Danemark. Pour toi, c'est un coureur Ouais, pour danois moi, le qui. Danemark C'est a l'épouvantail. 2 cartes majeures. C'est Asgreen et Pedersen. Et je pense que les Danois, je pense qu'ils sont assez intelligents. Enfin, d'habitude, en tout cas, collectivement, ils sont quand même, ils manœuvrent plutôt assez bien. Il y aura moins de, je pense, de guerre d'ego que comme il peut y en avoir en Belgique. On l'a vu durant le Tour où certains communiquaient par presse interposée. Bon, moi, ça m'interpelle quand même, hein. Des mecs qui ne soient pas capables de se parler entre eux, mais qui parlent à travers les médias. Bon, de mon point de vue, c'est pas de bon augure pour avoir une équipe totalement soudée. Donc, je vois là ces 2 Danois en menace et l'autre menace. Enfin, je pourrais en citer Je te, plusieurs, je te mais coupe. je ne vais peut-être pas tous les faire. Je pense quand même que Oui. Poggi, s'il est là, c'est pas pour enfiler des perles. Il devait s'aligner pour l'information sur, pour une fois, c'est moi qui donne une info sur le championnat d'Europe des grimpeurs, qui est une toute nouvelle formule. Il ne l'a pas fait. Il est revenu en Europe à Monaco au même moment, mais il s'est entraîné sur le col de la Madone, pour lequel il a battu le record qui appartenait à un certain Richie Porte. Donc Poggi, de plusieurs secondes, une trentaine de secondes. Donc Poggi est en forme. Voilà où je voulais en venir. Ok. Bon, là, tu nous apprends rien. Poggi est en forme. Je, je, je suis pas surpris. Ok, Bah, qui colle 30 secondes à la porte sur la Madone, ouais. sur la Madone, Très en forme. ça parle quand même. Ok, donc Poggi pour toi, Poggi et l'équipe danoise comme menace principale. On rappelle quand même que le circuit ressemble étrangement au circuit d'Aroga 2019 où Pedersen s'était imposé, très jeune champion du monde à cette époque. Le temps devrait être similaire, sûrement. Bon, je pense que ce ne sera pas autant le déluge qu'on a connu à Roguette, mais ça c'est prévu, on prévoit de la pluie. Euh, et il y en a un qu'on parle pas, dont on parle pas, Mathieu Van Der Poel. Je vais quand même revenir un petit peu sur le circuit. Circuit urbain, 50 virages, jamais de replat. Ça vous fait pas penser un petit peu à du cyclocross, monsieur? Si, ça m'y fait penser, mais moi j'ai un gros point d'interrogation sur la. Ah, on t'a perdu. On a perdu Nico. Bah écoute, Pierrot, tu peux peut-être commencer ton argumentaire le Ouais, temps que. bah moi il y a 2 autres coureurs que j'aurais pu citer, c'est les coureurs de l'équipe hollandaise Van Der Poel, mais je le mets au même niveau que Van Baarle, parce qu'effectivement Van Der Poel n'a pas apporté toutes les garanties. Mais Van Der Poel, ça reste Van Der Poel. Sur les grands événements, Il est il toujours là. répond très souvent présent. Son début d'année a été fantastique. Donc le passé plaide pour lui, mais le présent ou le passé très récent plaide moins pour lui, puisque sur le tour, il a été quand même relativement décevant. Voilà, si je D'accord, devais c'est résumer ma pensée. c'est marrant, Vous j'ai l'impression m'entendez? qu'on. Ouais, on t'entend. Je vais juste te faire une petite phrase avant de te laisser la parole. Ça me fait penser un petit peu ce qu'on aurait pu dire avant Milan-San Remo. Voilà, je vous dis ça comme ça. Tu as tout à fait raison. Nico. Sur Van Der Poel, Ouais, voilà. Avant bah, Milan-San Remo, on ne sait pas où il en est. Oui, sûrement, il sera là. Van Der Poel, il a cette particularité-là, c'est qu'il sait être évidemment bon et se transcender sur des courses d'un jour. Donc, bien évidemment, il va être là et il faudra évidemment le scruter de près. Mais moi, c'est un point d'interrogation parce que Pierrot l'a dit. Je pense que ceux qui seront devant, et il a raison, ce seront ceux qui sont sortis en forme du tour. Et Van Der Poel, je ne sais pas comment il sort de ce tour-là. Il a été bon sans être excellent sur le Tour de France. On l'a jamais vu totalement à son plein avantage. Donc voilà, ça me pose question. S'il avait gagné peut-être une étape sur le Tour, s'il avait remporté une étape en costaud, j'aurais pas fait la même réponse. Mais là, point d'interrogation Est-ce sur la qu'il ne faut forme de pas VDP. différencier le Van Der Poel après 3 semaines de tour, qui est peut-être pas le Van Der Poel sur une, euh, une étape, Course d'un jour, une course d'un jour? c'est sûr.
Voilà, c'est Moi, je t'aurais dit oui, dans la mesure où il aurait été en forme sur une première semaine, comme il l'avait été il y a 2 ans. non, mais ce que Mais je là, j'ai d'accord, j'ai l'impression que la première semaine j'ai l'impression que de manière générale, le tour ne lui convenait pas, oui, parce que c'était un c'est vrai. tour, soit grimpeur, soit, Soit trop dur, sprinter, soit trop facile. Ouais. voilà et donc il a pas le terrain de jeu que tu peux avoir, en Bretagne, Mur de Bretagne ou, Mmh. Ouais, mais moi, je heu trouve que c'est un. voilà, Ouais, mais c'est ce que je veux dire, c'est que, c'est juste un je pense que le terrain de jeu était pas forcément propice à Van der Poel comme il peut l'être dimanche. Après, effectivement, il donne pas toutes les garanties parce qu'on l'a vu sur les dernières étapes du Tour où il se retrouve en échappée et on se rend compte que c'est pas le coureur le plus fort de l'échappée, ce qui peut surprendre. Mais voilà, là, on est sur une course d'un jour, il y a plus de 2 semaines après la fin du Tour. Les cartes sont tout de même légèrement rebattues. Écoutez, s'il y a pas de commentaires là-dessus, je vais vous poser une dernière question, pour clôturer, le débat. Messieurs, est-ce qu'il y a une petite surprise? Une petite surprise sur ces championnats du monde? Et la deuxième question, deux questions. La petite surprise et pour les Français, vous vous attendez à quoi? La surprise, oui, Matteo Trentin. Ah, Matteo Matteo Trentin. Trentin, qui finit donc excellent coureur, deuxième des championnats du monde en 2019 derrière Petersen, qui finit très très fort le Tour de France, 2 top 10 sur étape 18, étape 19, qui fait une campagne de classique très très correcte, voire très bonne. Donc un coureur dont on ne va pas se méfier Deuxième et à Roguette en 2019. exactement, coureur dont on ne va pas se méfier et qui pourrait avoir sa carte à jouer s'il se retrouve dans un petit groupe de 7-8 coureurs à la fin et qui tente de s'extirper. On se regarde, on le laisse filer et Trentin pourrait faire quelque Et chose il de bat beau Van à ce Aert au moment-là. sprint, alors qu'on Non, il n'avait pas finit tout fait seul. partir Remco. Ok, Il pourquoi finit tout pas. seul. Pierrot, rapidement, un petit coureur surprise là. Sorti du Allez, chapeau, coureur surprise, qui sera dans le groupe Olaf de Koy, Olaf Koy. Qui a gagné sur le Tour de Pologne, sur un scénario un peu complètement fou. Il pleut, il y a plein de petits groupes, ça part en facteur. Et il se retrouve dans un petit groupe pour la gagne et il fait parler sa pointe de vitesse. Ok, Olaf Koy, il peut tenir sur un circuit comme ça? Il n'a pas les garanties, mais il est jeune, il n'a pas encore apporté les garanties, mais s'il faut prendre un risque et y Ok. mettre une pièce, je la mets sur lui. Ok, alors la J'ai dernière une, question. Ouais, rapidement. j'avais une deuxième mini surprise, mais là c'est attention grosse Le cote. cousin de Matteo Trentin. Le cousin de Matteo Trentin, non, Katowski, Ah ok, ouais, Kato qui va sortir qui d'un sort Tour de d'un Pologne. excellent tour, qui marche autour de Ouais, Pologne. ouais. Bon, il sera tout seul dans l'équipe de Ouais, il est Pologne, tout seul en mais Pologne. Kato, course d'un jour, championnat du monde, on ne le présente même plus. Il Ancien sait champion faire. du monde à l'expérience. Ok. Tout à fait. Et pour la France, rapidement, 30 secondes chacun. On joue quelle carte? On fait quoi? On envoie tous nos coureurs devant. Qu'est-ce qu'on fait? Feu d'artifice. 14 juillet. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Messieurs, vous êtes Thomas Vauclair. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça sert à rien, démerdez-vous, faites ce que vous pouvez. C'est le brief de Non, non, départ. Euh, non, Démerdez-vous, les gars. mais la démerdez-vous. France, a, la France a des cartes à jouer, la France a des atouts. Certes, elle ne peut pas supporter le poids de la course, mais elle a des coureurs pour gagner si ça arrive en petit groupe. Je pense notamment à Cocard, à la Philippe et bien entendu Christophe Laporte. Donc Madouas? il faut Non. prendre les coups, il faut suivre, il faut laisser les Hollandais et les Belges s'écharper entre eux et peut-être qu'à la fin, il y aura une opportunité à saisir. Ouais, c'est ce que je voulais dire quand je disais démerdez-vous. Hein. Non, mais oui. Non, mais comme Pierre, je les vois pas faire la course. Je les vois plus être en réaction par rapport à des attaques de Belges, de Danois, que ce soit sur des Madoises, des Alaphilippe, un Laporte peut-être un peu plus suiveur pour pourquoi pas arriver dans un groupe final de même chose 7-8 coureurs. Mais je pense que ça va être quand même compliqué pour nos Français cette année. Ok. Eh ben, vous allez juste me donner le vainqueur de dimanche. Je vais aussi vous en donner un. Et puis, on va terminer l'émission là-dessus. On commence par Nico. T'as dit que la Belgique allait gagner, donc ne sors pas Matteo Trentin. Wout van Aert. Pierre Marchand. Tadej Pogacar. Pierre Devic. Remco Evenepoel. Voilà, messieurs. Le débat est maintenant clôturé. Vous pouvez reprendre une activité normale, comme le disaient les Guignols. Messieurs, amusez-vous et puis surtout, on se Rendez-vous retrouve. dimanche soir.
On se retrouve rendez-vous dimanche soir et profitez bien de cette course qui s'annonce, pluvieuse. Ciao! Ciao, bonsoir. Salut Ciao! Puncher.